Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo et nouvelle série, encore une. Cette série s'appellera Histoire secrète. Donc je vais raconter des histoires. Donc soit des histoires qui sont incroyables, insolites, soit des histoires méconnues mais qui ont une influence assez gigantesque sur le monde dans lequel on vit. Et là, la première histoire que je vous ai trouvée, les gars, elle est machallah, les frères. Vraiment, quand je l'ai découvert, j'étais là, j'étais choqué. Je comprenais pas comment est-ce que je pouvais pas en avoir entendu parler avant. Et pourquoi est-ce qu'on en a jamais parlé en cours, surtout. Parce qu'en cours, ça je peux dire qu'on nous a bien saoulé avec la mégalopole japonaise. Mais pour nous raconter des histoires de mecs qui changent le cours d'une guerre à eux tout seuls, là, il n'y a plus personne. Donc, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a changé à lui tout seul le cours de la guerre froide, et c'est maintenant, dans le premier épisode d'Histoire secrète. Mais alors, avant de commencer quoi que ce soit, il faut toujours une contextualisation. Et alors, notre histoire commence en 1980, au jour de l'élection de François Mitterrand. Donc François Mitterrand vient d'être élu président de la République française. C'est le premier président socialiste de l'histoire de la 5ème République, et il va devoir faire face à de nombreux défis. On a une guerre froide qui dure déjà depuis trop longtemps, c'est un inconnu sur la scène internationale, et en plus les États-Unis se méfient de lui, puisque c'est, comme je viens de le dire, un président socialiste, donc de gauche, et à l'époque, les présidents de gauche étaient très mal vus par les États-Unis. Et donc juste après l'élection de François Mitterrand, on a le sommet du G7. Donc le sommet du G7, c'est un sommet qui réunit les 7 plus grandes puissances du globe, et ils ont pour but de se réunir pour travailler sur certains sujets. Et donc ce sommet se passe à Ottawa. Et quelques jours avant, le président de la DST, donc ce qui est l'ancêtre de la DGSI, donc les services secrets qui se chargent de l'intérieur du pays, et donc il va annoncer à François Mitterrand que les services secrets français ont réussi à trouver une taupe dans les plus hautes sphères du KGB et que cette taupe leur a déjà fourni des documents exceptionnels sur l'espionnage industriel soviétique. Son nom de code, Farwell, qui veut dire adieu en anglais. Les services secrets ont privilégié un nom anglophone pour que si les Russes sont amenés à en entendre parler, eh bien ils pensent que cela vienne de la CIA et non des services secrets français. Qu'est-ce qui était inscrit en haut du document? Oui, un instant. J'ai donné un nom de code à la source, Farwell, ce qui veut dire adieu. Et pourquoi pas adieu en français? Et quand les Russes entendront parler de Farwell, ils penseront CIA, ça nous permettra de gagner un peu de temps. Et donc tout ça, c'est du pain béni pour François Mitterrand, qui, quelques jours avant sa rencontre avec Ronald Reagan, le président des États-Unis, pour le sommet du G7, ça lui donne vraiment des arguments pour aller le parler et pour créer une relation de confiance. Mitterrand va donc rencontrer Reagan à Ottawa et va tout de suite lui faire part de sa découverte. Mais le dernier va se montrer sceptique et il hésite à donner sa confiance au président français. Les services secrets français vont donc partager avec les services secrets américains tous les documents que Farwell leur a déjà fournis, et dedans on y retrouve les plans de la fusée Saturn V, qui est la fusée qui a envoyé les hommes sur la Lune, les plans des chasseurs de combat américains, mais surtout les plans du système radar qui surveille tous les États-Unis. Non, nous n'avons pas à proprement parler de noms nouveaux, mais la source nous a fourni des documents très importants que nous allons vous transmettre. What kind of important documents? They're about the aerial defenses of the United States. In front of me are all the radar positions that have been installed on your territory since 1976. Your coded procedures for triggering a reply in the event of a hostile air raid. In the margin, annotated in Russian, are the keys for scrambling them at the appropriate moment. I even have the digicode numbers to get into the White House, the schedules of the companies that deliver your laundry and food supplies. And there are also the codes that since 1959 your embassies have used to communicate with each other throughout the world. I see. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe là. T'as les Américains, avec leur petit orgueil qu'on connaît un peu, qui pensent que voilà, ils sont toujours les meilleurs partout, et bah ils voient arriver sur la table des plans de documents ultra confidentiels. N'imaginez même pas être aux mains de l'ennemi. Donc imaginez un peu leur réaction, puisqu'ils étaient à des kilomètres d'imaginer que les Russes avaient un système d'espionnage aussi développé, et surtout ils prennent conscience qu'ils ont vraiment pas n'importe qui en face, et que ça peut vraiment être dangereux. Ainsi, grâce à ces révélations, Mitterrand va réussir à nouer une relation de confiance avec Ronald Reagan, et ça va jouer un rôle hyper important pour la suite de la guerre. Il faut savoir que pendant la guerre froide, les États-Unis ont déployé plus de 25 000 espions à travers le globe, tandis que l'URSS en a déployé 700 000. 700 000 les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est gigantesque, c'est 700 000. Les gars, 700 000, c'est-à-dire que t'allais à n'importe quel endroit sur Terre, t'avais un espion russe dans le coin. 700 000. C'est impressionnant. Et en plus de ça, il n'y avait pas que les espions russes qui espionnaient, il y avait littéralement tout le monde. Toutes les entreprises russes, que ce soit du grand laboratoire national à la petite boutique de quartier, toutes les entreprises russes participaient à l'espionnage industriel, et ça, les États-Unis l'ignoraient complètement avant Farwell.
Le KGB n'est pas le seul qui nous espionne. Toutes les entreprises à l'Est, des académies des sciences, et même les plus modestes participants à des foires commerciales sont impliqués. Et tous ces réseaux envoient régulièrement des informations qui sont centralisées, analysées et digérées par un organe que nous ne connaissions pas encore, le VPK. Et il faut savoir aussi que si la Russie accordait autant d'importance à l'espionnage, parce que vous imaginez bien que 700 000 espions, ça a un coût, et bah c'est parce que les Russes avaient énormément de retard, notamment des retards technologiques par rapport au bloc de l'Ouest. Et donc ils avaient soit le choix de faire travailler leurs scientifiques pour mettre au point de nouvelles inventions et rattraper leur retard, mais ça allait prendre du temps et beaucoup d'argent, ou soit piller tout simplement les autres pays, parce que pourquoi se faire chier à payer des scientifiques pour qu'ils découvrent des choses que d'autres pays ont déjà découvert. Donc vous comprenez que leur choix a été vite fait et qu'ils ont tout investi dans l'espionnage afin de piller les connaissances de tous les autres pays. Alors nous avons calculé que les Russes dépensent davantage pour l'espionnage industriel que pour leurs propres recherches. Ils ne veulent pas simplement prendre le risque de chercher, ils veulent aussi et surtout acheter l'assurance de trouver. Et ça leur coûte très cher. Le pillage représente plus de 40% de leur budget global dans la course aux armements. Well, that's incredible. Are you sure of it? Sure. 40%? Can you imagine the sums at stake? Mais les soviétiques ne savaient pas qu'à ce moment-là, ils commençaient à se faire ronger par un virus qui allait finir par tout faire exploser. Mais alors qui est cet homme ? Eh bien son nom, c'est Vladimir Vetrov. Vladimir Vetrov, c'est un brillant espion russe, très haut placé au sein du KGB. Il est lieutenant-colonel et directeur adjoint de la section T, la section en charge de l'espionnage industriel. En gros, il connaît parfaitement tout le système d'espionnage soviétique et tous les gros dossiers passés par lui. Mais alors, pourquoi a-t-il décidé de trahir son pays ? Parce que quand tu occupes un poste comme ça ne devient pas du jour au lendemain de trahir ton pays en période de guerre, ce qui est quelque chose d'assez... Trahir son pays, quoi, c'est pas n'importe quoi, faut le faire. Donc, pourquoi est-ce qu'il a eu... Il s'est dit, je vais trahir mon pays. Eh bien en fait, Vladimir Vetrov, c'est un nationaliste russe qui croit dur comme fer aux valeurs du communisme. Mais au fur et à mesure, il va être déçu et il va plus se reconnaître dans les institutions de son pays et dans ses valeurs. Lui qui était très attaché à la notion de mérite, il va être déçu de voir que à sa sortie d'études, ceux qui sont nommés au plus haut poste de l'État sont pas les plus méritants, mais ceux qui ont le carnet de contact le plus important. Et en plus de tout ça, il est en désaccord total avec la politique de ses dirigeants, qui est donc de piller les autres pays. Et il préférait, lui, que l'État mette à contribution ses scientifiques pour rattraper leur retard, plutôt que de piller de manière indigne les autres pays. Et donc, il va décider de faire payer tous ses dérives idéologiques à son pays en le trahissant. Aujourd'hui, le régime est totalement bloqué. Il faut faire exploser le système. C'est pour ça que je vous donne toutes ces informations. Quand le bloc soviétique ne pourra plus vous piller, tout tombera et ce sera une nouvelle révolution. Je ne le verrai pas, mais Igor, mon fils, le vivra, lui. Ce sera ça ma récompense. Bon, voilà, le gars, faut pas le faire chier. Il est déçu, il trahit son pays. Un peu extrême, le petit Vetrov, quand même. C'est chaud. Ouais. Je suis déçu, bim, je te trahis. Ouais, fallait... Ouais. Si à chaque fois qu'on était déçu de son pays, on devait le trahir, je peux te dire qu'en France, il resterait plus grand-chose. Mais en plus de tout ça, on peut se poser une nouvelle question. Pourquoi est-ce que Vladimir Vetrov a choisi de donner toutes ces informations à la France et pas à un autre pays ? Parce qu'il aurait pu directement le donner aux États-Unis, qui est l'ennemi juré de l'URSS et qui est la plus grosse puissance du globe. Donc pourquoi la France ? Eh bien en fait, il faut savoir que pendant sa carrière d'espion, Vetrov a été affecté pendant 5 ans à Paris, entre 1965 et 1970. Et il va littéralement tomber amoureux de la ville. Le gars, arrivé à Paris, il va se faire plaisir, resto, sortie tous les soirs, et il va vraiment tomber amoureux de ce style de vie à la française. Et en plus, il connaît quelqu'un là-bas, Jacques Prévost, qu'il soupçonne de faire partie de la DST. Ce qui est le cas. Le mec a du pif. Se met alors en place un système très peu académique en termes d'espionnage. Je pense qu'un espion qui voit ça, il se dit comment ça a pu passer. Alors Jacques Prévost donc va recevoir une lettre de Vladimir Vetrov lui disant qu'il est prêt à collaborer avec les services secrets français et qu'il est prêt à leur envoyer des documents. Et donc Jacques Prévost, il travaille à la DST. La DST, c'est les services secrets intérieurs. Donc ils ont aucun réseau extérieur en place. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'espions en Russie qui leur permettraient de faire des échanges. Donc Jacques Prévost va décider de contacter un ami à lui, Xavier Amiel, qui travaillait en Russie, et va lui demander de récupérer les documents
documents que va lui transmettre Vetrov et de les ramener en France. Il va ainsi y avoir plusieurs échanges de mallettes dans la rue ou dans des parcs contenant les plus grands secrets de l'espionnage russe, et tout ça à la vue de tous. Pour que vous ayez une idée, dans ces mallettes, il y avait des documents signés de la main du patron du KGB, Yuri Andropov. Donc vraiment, on avait des documents les plus importants de l'espionnage industriel russe qui se passaient comme ça dans la rue à la vue de tous. Il y a eu ça pendant 2 ans et les gars n'ont vu que du feu. C'est passé vraiment crème. Donc comme quoi, il y a du culot dans la vie les gars, c'est comme ça que ça marche. Et en plus de tout ça, Vladimir Vetrov, il demandait quasiment rien en échange. Vraiment, il faisait ça par pur plaisir. Il demandait à la limite, de temps en temps, une bouteille de vodka ou d'un autre alcool parce qu'il était un peu alcoolique, le bonhomme. Mais c'est tout. En tout, on apprendra plus tard que toute l'affaire Farwell aura coûté moins de 100 000 francs à la France. Moins de 100 000 francs les gars, c'est rien. Un espionnage avec des documents d'une telle valeur, 100 000 francs, c'est rien du tout. C'est quasi gratuit à ce niveau-là. Donc ça veut vraiment dire que Vetrov faisait tout ça de manière désintéressée et que c'était vraiment la seule motivation, c'était vraiment la vengeance envers son pays. Le mec était vraiment déterminé à trahir son pays, quoi. Finalement, les grands secrets de la guerre froide n'ont pas coûté cher à la France. Vetrov a agi par vengeance, pas pour l'argent. Vous l'avez payé, Vetrov? Peu. Des bricoles, vraiment des bricoles. Hein. Mais bon, ça, il n'a jamais demandé, il n'a jamais eu une exigence, il n'a jamais dit il me faut tant. À chaque contact, je lui ai offert à boire. Il y avait un pont aérien de gin, de scotch, c'était dans le plan si vous voulez. Et au début, les services secrets français, ils avaient du mal à y croire. Ils lui ont même proposé au départ de l'accueillir en France et de lui donner le statut de réfugié politique. Mais Vetrov, ils s'en foutaient. Ils s'en battaient les couilles, le gars. Il était là. Il leur disait non, moi je vous aide pendant 2-3 ans. Après, je prends ma retraite et je kiffe ma vie en Russie. Je veux pas de votre asile, je veux pas quitter mon pays. Le gars vraiment voulait juste se venger. C'est juste par pure vengeance. Et je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf. Qu'un seul homme, un mec, a détruit un pays entier. Mais plus qu'un pays. Un bloc entier. Un gars, par désir de vengeance. Donc vraiment, faites gaffe, blessez pas trop les gens. Parce que quand tu vois ce que certains peuvent faire, ça annonce vraiment rien de bon, quoi. Je vais passer des appels, moi, après cette vidéo. Je vais faire des choses, parce que faut pas qu'on me tue pour une histoire de merde. C'était pas marrant. Ce sera coupé au montage. Mais bon, comme toute belle histoire, il faut qu'il y ait une fin. Et à partir de février 1982, Vladimir Vetrov ne donne plus aucun signe de vie. Et les services secrets français vont penser qu'il a soit été emprisonné, soit directement été tué. Mais on apprendra plus tard qu'à ce moment-là, Vladimir Vetrov était effectivement en prison. Mais pas du tout pour ce qu'on croit. Il était en prison parce qu'il avait essayé d'assassiner sa maîtresse. Voilà, donc vraiment, ça me bute. Les gars ont emprisonné un mec sans savoir que ça fait plus d'1 an et demi que le mec trahissait son pays. Ça me tue vraiment. Il était pas pépouze parce que ça reste une prison russe en Sibérie, mais simplement pour tentative d'assassinat, qui a rien à voir avec haute trahison. Cependant, le KGB va réussir à remonter jusqu'à lui et en décembre 1984, il sera jugé coupable de haute trahison et il sera condamné à mort et fusillé le 3 janvier 1985 à 52 ans, mettant ainsi un terme à la plus grande histoire du contre-espionnage français. Ainsi, en moins de 2 ans, Vladimir Vetrov a réussi à transmettre au bloc de l'Ouest plus de 3000 documents montrant toute l'étendue de l'espionnage industriel français et grâce à Farwell, les États-Unis disposaient de toutes les armes nécessaires pour frapper un grand coup dans le bloc soviétique et ce n'est pas un hasard si seulement 4 ans après la mort de Vetrov, le bloc soviétique s'effondre, mettant ainsi un terme à un monde bipolaire. Ça me tue qu'un mec seul a mis un terme à la guerre froide. Les gars, la guerre froide. C'est pas n'importe quoi la guerre froide, hein. C'est vraiment un conflit de 45 ans. C'est pas... non. Et qui aurait pu durer bien plus longtemps si c'était pas intervenu. Donc moi, je trouve ça chaud, surtout, je sais pas vous, moi, avant de découvrir ça, j'en avais jamais entendu parler. Jamais. Et je trouve ça incroyable, je trouve ça simplement incroyable. C'est fou, je suis désolé, c'est fou. C'est fou. C'est fou. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère aussi que je l'ai bien raconté, parce que c'est un nouveau sport pour moi, donc voilà, soyez gentils, un peu de tolérance. Donc dites-moi ce qui allait et ce qui allait pas, dites-moi aussi si vous avez trouvé cette histoire folle. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur mon Insta, activer la cloche, pouce bleu, enfin bref. Vous connaissez la chanson, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, c'était Anatole, la bise.